Ce soir, on enclenche la deuxième séquence qui va porter à partir du 3 mai plus précisément sur la place de la Clergère. Vous voyez qu'ensuite, il y aura une troisième séquence qui portera sur la place de la Poste et une quatrième sur la place de la Gare et la place Neuve. Et avant de discuter, je dirais plus en détail de la place de la Clergère, et le premier atelier sur la place de la Clergère sera le 3 mai, un diagnostic de cet espace-là. Eh bien, on a souhaité organiser une discussion plus générale sur la question de la mobilité, du rapport entre la mobilité et la ville, de la place de la voiture et de ses infrastructures, mais aussi des autres modes de transport, piétons, cyclistes, transport public au sein de la ville. Alors, il y a des personnes, des participants qui sont arrivés à 18h30 pour discuter autour de ces questions-là. Il y a des ateliers qui ont lieu en ce moment qui vont se terminer à 20h40. Durant ces ateliers, il y a M. Yves de la Creta, qui est professeur aussi à la HEIGVD dans le domaine de mobilité et transport. Il a alimenté ces ateliers par deux exposés qui retracent les différents moments, en fait, les grandes stratégies de la mobilité en ville. Et maintenant, il va vous donner ces deux exposés que les participants précédents ont déjà vus. Et ensuite, à la suite de cet exposé, à 20h40 à peu près, eh bien, les participants des ateliers vont vous rejoindre pour présenter l'état de leur discussion, les bilans qu'ils ont fait ensemble, des avantages et inconvénients de ces différents modèles, de ces différentes stratégies de mobilité. Donc voilà, je passe sur la parole à Yves de la Creta. Merci beaucoup, je vais rejoindre les ateliers. À tout à l'heure. Voilà, bonsoir à tout le monde. Alors, j'espère que le son va toujours à peu près. Je vais vous passer les quelques planches que j'ai montrées aux participants aux ateliers, dans le fond, dans le but de stimuler un peu le démarrage de la discussion. Alors, voilà. Ça y est. En fait, ce que nous leur avons proposé, c'est de parcourir 4 modèles, entre guillemets, de vision qu'on peut avoir ou qu'on a eu dans le temps. Vous verrez qu'il y a une certaine chronologie qui apparaît, mais qui n'est pas forcément déterministe, sur la façon de percevoir la mobilité et la façon dont il faudrait traiter les problèmes de mobilité. Alors, le premier de ces modèles, on l'a intitulé « La ville au volant ». En fait, c'est le modèle, je dirais, indissociable du mode de vie américain de l'immédiat après-guerre, qui est lié à la démocratisation de l'automobile individuelle. Face à la croissance continue du trafic, il faut adapter la ville à la voiture. Alors, quelques idées clés de ce modèle et des aménagements qui ont été réalisés en fonction de ce modèle. La première idée clé, c'est irriguer la ville. Alors, vous voyez sur cette image l'analogie avec la circulation sanguine. On parle d'ailleurs d'artères de circulation. Il existe aussi l'analogie hydraulique. On parle de débit, de vitesse, de goulet d'étranglement. Et finalement, les débuts de la science des ingénieurs en transport, eh bien, c'était la science des flux. Alors cette première idée, irriguer la ville. La deuxième idée, c'est moderniser la ville. L'urbanisme et l'architecture moderne qui se sont développés dans la première moitié du XXe siècle avaient pour ambition de transformer radicalement les villes selon une logique fonctionnaliste, pour les rendre plus fonctionnelles, les adapter à la vie moderne. Et cette vie moderne, eh bien, c'était celle de la vitesse. Et puis, la troisième idée clé qui mérite d'être soulevée à cet égard, c'est organiser le trafic. C'est l'ère des grandes constructions, des nœuds routiers qui se superposent, qui superposent les voies de circulation pour gérer les flux. Alors, dans notre région, l'événement qui, à lui tout seul, symbolise cette époque, vous l'aurez deviné, c'est l'Expo nationale de 1964, pour laquelle de nombreuses infrastructures routières ont été réalisées. Qui reconnaît cet endroit? Voilà, rond-point de la Maladière, début de l'autoroute Lausanne-Genève, première autoroute de Suisse. Ça n'a pas été le seul aménagement. Je crois que l'avenue de Lavaux a été faite exactement en même temps.
la route de Berne, l'avenue de Provence, etc., sont toutes des infrastructures qui ont été faites. 1964, ça a été aussi l'année de la mise au rebut du dernier tram, un vestige d'une autre époque de l'agglomération lausannoise, et aussi l'année de la mise en service de ce qu'on appelait l'onde verte, certains s'en souviennent peut-être, gestion par carrefour à feu de la circulation au centre-ville de Lausanne qui permettait de la traverser en voiture quasiment sans s'arrêter. Alors 1964, c'est aussi peu de temps avant le début des critiques par rapport à ce modèle de société hérité de l'après-guerre. Je ne sais pas si cette image dit quelque chose à quelqu'un. Eh oui, Jacques Tati, dans le film Mon oncle, critiquait déjà en 1958 ce modèle à qui il reprochait de détruire un cadre de vie perçu comme convivial au profit d'un modèle urbain impersonnel, inhumain, voire absurde. C'est la maison dont les yeux vous suivent, hein, vous savez, à un moment donné, pendant une des séquences du film, la maison du beau-frère. Alors, dans cette période des années 60-70, plusieurs projets routiers urbains sont abandonnés suite à des critiques de la population. C'est aidé, il faut le dire aussi, par la crise pétrolière des années 70. Les urbanistes et les ingénieurs aussi se mettent à critiquer ce modèle, d'abord parce qu'on voit qu'il génère des nuisances. Les années 70, c'est le début des préoccupations environnementales. On voit que le bruit et la pollution rendent les habitants malades. En tout cas, cette dame n'a pas l'air très heureuse. Ceux qui peuvent fuir le centre pour s'établir dans une périphérie calme, eh ben, ils le font. Quitte à renforcer du même coup le trafic automobile qui vient créer des nuisances pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de partir. La congestion au centre-ville devient chronique, le système de transport est inefficace, et puis ces grandes voiries urbaines, elles sont conçues pour le trafic motorisé, mais elles sont inadéquates pour tout le trafic non motorisé, les piétons, les vélos, etc. Notamment, il est très difficile de les traverser. C'est ce qu'on appelle en urbanisme un effet de coupure. Et puis finalement, la contestation, elle porte aussi sur l'identité, le patrimoine historique de nos villes. Est-ce qu'elles sont destinées à devenir toutes semblables? Alors, ce modèle du tout-voiture se trouvant dans l'impasse, les villes s'orientent vers l'idée de complémentarité des modes de transport. Il faut inciter, voire parfois contraindre les gens à utiliser d'autres modes de transport que la voiture. Alors cette image ici, elle vous montre le premier couloir bus qui a été obtenu par la RATP à Paris en 1964. Inutile de dire que ce projet a suscité de très nombreuses discussions, voire disputes, à une époque. Enfin, c'était un peu avant l'époque où le président Pompidou disait « Paris veut rouler ». Face à la congestion et à l'encombrement des voiries par des milliers de voitures, on constate que finalement l'important, c'est de transporter des gens, pas des véhicules. Et les transports publics, les vélos, consomment beaucoup moins d'espace et permettent de faire circuler plus de gens que les voitures. Dès lors, la plupart des agglomérations se lancent dans des programmes ambitieux de développement de leur réseau de transport public et de gestion du trafic destinés à leur donner la priorité. C'est très long et très coûteux, ça prend des décennies avec son M1, M2, M3, tram, BHNS, l'agglomération lausannoise est en plein dans cette phase de développement aujourd'hui. Quelques agglomérations un peu plus minoritaires ont décidé de miser plutôt sur le vélo. Alors ces agglomérations, on les trouve généralement au nord de l'Europe, Copenhague, Amsterdam sont emblématiques, certaines villes allemandes. En Suisse alémanique aussi, le vélo joue un rôle important en complémentarité avec les transports collectifs. Le principe de base de ce modèle, c'est celui-là. La voiture individuelle est efficace hors de ville et en périphérie. Le transport public l'est en milieu urbain. Alors, à l'interface des deux, ces deux territoires, il faut placer des P+R, ou parking d'échange, ou
ou park and rides, il y a plusieurs appellations qui permettent de passer de l'un à l'autre. Alors le rôle des P plus R est souvent plus symbolique que réel dans la gestion des flux de circulation, mais c'est un rôle important quand même. Alors ce modèle de complémentarité, il est efficace, mais il n'est pas exempt de défauts non plus. Le principal défaut, probablement, c'est qu'il suscite assez rapidement des conflits entre les différents modes de transport. C'est la bataille pour l'espace. Comment et jusqu'où peut-on réduire le trafic automobile ? Comment décider de la place qu'on accorde à chacun des modes, étant donné que les rues sont souvent pas assez larges pour tout mettre. Vous voyez sur cette image une rue sur laquelle il y a une piste cyclable, une voie pour les voitures, une voie pour les transports publics. Eh bien, il ne reste plus beaucoup de place pour les piétons. Et puis, on a dû probablement supprimer le stationnement aussi pour pouvoir mettre tout ça. Et puis, cette rue, elle est quand même large parce que de l'autre côté des arbres, eh bien, il y a le même dispositif destiné à l'autre sens de circulation. Alors que dans les décennies précédentes, de nombreux bords de chaussée avaient été progressivement transformés en stationnement pour les voitures de plus en plus nombreuses, eh bien, la seule marge de manœuvre qui reste souvent dans ces aménagements, eh bien, ça peut être de les supprimer, ce qui évidemment génère ensuite d'autres conflits. Et puis, que dire de certains quartiers centraux où le trafic a été limité, calmé, on a pu diminuer les nuisances, tandis que d'autres, souvent situés plus à la périphérie, eux, étouffent sous le trafic automobile. Alors, la voiture est encombrante, le transport public coûte très cher. Il y a un mode de déplacement que les ingénieurs, et peut-être les politiques aussi parfois, ont peut-être un peu négligé pendant toute une période. C'est le piéton. Puis pourtant, le piéton, c'est un mode de transport intéressant, enfin un mode de déplacement intéressant, puisque d'abord, c'est notre mode de déplacement naturel, que c'est un mode de déplacement très économique, et puis en même temps très écologique. Donc du coup, il y a une demande croissante du public qui apparaît pour repenser la place du piéton dans la ville, pour offrir en même temps plus de convivialité. C'est lié au phénomène d'embourgeoisement des centres, que les Anglais ou les Anglo-Saxons appellent gentrification, qui a commencé dans les grandes villes, grandes métropoles du monde, mais maintenant qu'on trouve un petit peu dans toutes les villes. Et on demande pour ça plus de convivialité, plus de relations de proximité, et puis les modes de déplacement non motorisés, vélo, piétons, prennent de l'importance. Alors, il faut que je retrouve mes petites feuilles, voilà. Pour faire cohabiter ces modes dans cet espace restreint, tout en donnant plus d'importance aux piétons, tout en favorisant la convivialité, eh bien, il n'y a pas 36 000 recettes. Il n'y en a qu'une, c'est la vitesse lente. Alors la vitesse lente, c'est un peu heurtant parce que pendant des décennies, on a essayé d'accroître la vitesse des transports. Et puis, il y a quelques chercheurs qui ont progressivement remarqué que, dans le fond, plus on cherchait à accroître la vitesse des transports, plus finalement on générait des déplacements, plus on générait des véhicules, et finalement, tout finissait par s'engorger. Alors la vitesse lente, elle vous est familière dans les zones 30 ou dans les zones de rencontre qui sont réalisées dans nos communes à petite échelle et généralement dans des quartiers un peu retirés. Eh bien, figurez-vous qu'elle se pratique aussi sur des axes et dans des carrefours à fort trafic. Alors, ce modèle de la vitesse lente, ou que j'ai appelé ici de mobilité apaisée, elle se fonde sur deux spécificités intéressantes de la vitesse lente. La première, et puis vous pouvez l'observer dans les carrefours giratoires, c'est que la vitesse lente permet une résolution des conflits de priorité beaucoup plus simple et beaucoup plus évidente qu'à vitesse rapide. Dans les giratoires, on essaie toujours que les voitures se déplacent lentement, ça permet de profiter de créneaux plus facilement. Et puis d'autre part, la sécurité globale du trafic est principalement des usagers les plus fragiles du trafic est très grandement améliorée. Elle se fonde, les relations entre les usagers se fondent sur le contact visuel, le contact humain, qui encourage au respect les uns par les autres. Alors,
Avec la vitesse lente, le gain est double. D'abord, on a un gain d'espace. Quand on roule lentement, on a besoin de gabarits plus faibles. Et puis, d'autre part, un gain de convivialité, parce que chacun se déplace assez librement. Alors, ça a donné le modèle du shared space, c'est le terme que vous trouvez habituellement dans la littérature ou sur Internet si vous allez chercher des références là-dessus. Espace partagé qui a été beaucoup développé dans des pays du Nord. Aujourd'hui, ceux qui le développent le plus, on peut dire que c'est le Royaume-Uni, avec des très belles réalisations dans différentes villes. Mais ce modèle connaît aussi des cas d'application en Suisse. Alors celui que je vous montre ici, il est en Autriche. C'est un carrefour qui a toujours posé des problèmes de fluidité et de sécurité. Et puis au final, eh bien, la municipalité a décidé de le mettre en zone 20 km/h. Et puis avec un mode de gestion du carrefour qui est vous passez comme vous pouvez, où vous pouvez. Donc un joyeux chenille, mais qui apparemment marche assez bien. Vous pouvez trouver sur YouTube des petits films qui montrent comment tout ça cohabite entre bus, voitures, piétons et vélos. Alors, rapprochons-nous d'ici et voyons quelques exemples suisses. Il y a un exemple assez récent d'aménagement fort réussi dans le centre de Sion, et ici la place du Midi. Vous voyez que le principe, c'est, alors on est dans une zone 20 km/h, zone de rencontre selon la législation suisse, les voitures n'ont pas la priorité sur les piétons. Il n'y a plus de trottoir et de chaussée, il y a un tapis continu, et puis les piétons peuvent circuler et traverser totalement librement. Un autre exemple assez connu, c'est la place centrale à Bienne, où passent de nombreuses lignes de trolleybus. Il y a 12 000 véhicules par jour, de nombreux piétons, puisqu'on est sur une zone de centre-ville, et ça fonctionne. Aussi un régime de 20 km/h. Et puis, un exemple qui, je dirais, fait véritablement référence en Suisse, qui a été développé par le canton de Berne et la ville de Könitz. Ici, on est à Könitz, dans la banlieue de Berne. En fait, c'est un modèle d'aménagement où on est sur un axe de circulation de 20 000 véhicules par jour, qui est assez exactement ce que vous pouvez trouver appuyé sur l'avenue de Lavaux. Donc, on a une circulation relativement dense, on est dans une entrée de l'agglomération bernoise. Et le modèle qui a été mis en place, c'est celui d'une traversée libre par les piétons. On n'est pas ici en régime 20 km/h, on est en régime 30 km/h. Et puis les trottoirs sont abaissés, sauf dans les zones blanches que vous voyez ici à gauche, qui est symétriquement positionnée aussi à droite, parce que ce sont des arrêts de bus. Donc vous avez les arrêts de bus sur chaussée. Et puis la possibilité pour les piétons de traverser partout, guidés en cela par la bande centrale, qui leur permet de créer un îlot entre. Ça, c'est, on peut dire, des exemples, ce que je vous ai montré, des exemples d'expérimentations qui sont faites aujourd'hui dans toute l'Europe. Alors, dans le dernier modèle, qui n'en est pas un, à vrai dire, mais c'est pour aborder un peu les futurs possibles, vous avez probablement tous lu dans les journaux ou vu à la télévision des émissions sur les véhicules sans conducteur, les voitures connectées. Ces véhicules autonomes. Alors, c'est pour moi comme pour vous la bouteille à encre de savoir qu'est-ce que ces véhicules vont nous apporter, nous qui avons notre vie quotidienne et notre utilisation quotidienne des moyens de transport. Probablement que ça va progressivement changer pas mal de choses, mais je vais me contenter de parler aujourd'hui d'un élément qui est peut-être intéressant. Et puis, à cet égard, et puis pour ça, j'ai aussi un petit film ici, mais décidément, ce soir, on n'a pas tellement de chance. Mais vous le trouvez aussi sur YouTube. En fait, c'est une vidéo qui a été publiée déjà il y a 3 ans par Audi. Donc, c'était les développements d'il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu classique. C'est la voiture qui va se garer toute seule. Alors, dans le petit film, vous voyez une dame qui quitte sa voiture à l'entrée d'un parking souterrain, qui va vaquer à ses occupations, et puis la voiture s'enfile dans le parking souterrain, va se garer, et puis au moment où la dame la rappelle avec son smartphone, eh bien elle allume ses phares, elle démarre, elle sort de sa place de parc, et elle va attendre la dame gentiment à l'entrée du parking souterrain. Alors, gadget? Oui, peut-être non. Parce que quel besoin d'avoir une place de parc juste devant sa porte, si la voiture peut vous déposer, puis aller se garer plus loin. D'autre part,
vous savez qu'il y a pas mal de parkings souterrains qui sont un peu sous-utilisés. Prenez le cas de Montbenon à Lausanne, c'est un parking qui n'est jamais rempli plus qu'à la moitié, alors que des tas d'automobilistes tournent en rond en ville pour trouver une place de parc. Eh bien, peut-être qu'on pourrait utiliser mieux ce type de parking, parce que si on n'aime pas y aller soi-même, si la voiture va s'y garer toute seule, eh bien, peut-être que ça reprend un intérêt. Voilà. Donc, aux participants aux ateliers, on a proposé aussi ce modèle pour susciter la discussion entre eux. Peut-être un élément intéressant, si on arrivait par le biais de véhicules gérant eux-mêmes leur stationnement à mettre plus de voitures sous terre, eh bien, c'est la possibilité de libérer des places de parc en surface. Vous voyez ici un aménagement très modeste qui a été fait à Genève en supprimant simplement quelques places de parc. Eh bien, sur la base d'un trottoir étroit, en élargissant quelque peu, eh bien, vous pouvez rapidement faire quelque chose de plus convivial et de plus agréable. Voilà, donc tout à l'heure, les participants aux ateliers, après une petite dizaine de minutes de pause, vont venir vous présenter les discussions qu'ils ont eues dans chacun de leurs groupes à propos de ces 4 modèles. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Est-ce qu'il y a des choses clairement dépassées? Est-ce qu'il y a des éléments intéressants à reprendre dans nos réflexions sur Puyi? Est-ce qu'il y a des éléments qui décidément ne nous concerneront pas ou ne nous concernent pas? Maintenant, on est dans cette deuxième partie, troisième pour ceux qui ont participé aux ateliers. Donc, on va demander à ceux qui ont participé aux ateliers, il y avait 4 groupes qui ont été formés, de venir présenter une synthèse des discussions. Alors, ces discussions, elles portaient sur les 4 modèles qui vous ont été présentés par Yves de la Creta. Donc, au sein de chaque atelier, les participants ont discuté des avantages et inconvénients de ces différents modèles. Et pour ça, ils se sont basés sur des photographies. Donc, le principe, ce qu'on a demandé maintenant au groupe, c'est de présenter 2 photographies qui reflètent dans l'ensemble le contenu de ces discussions. On va les appeler successivement. Et dans le même temps, Yves de la Creta notera quelques mots-clés pour constituer un panorama des avantages et inconvénients que représentent ces différents modèles. Durant les ateliers qui ont eu lieu tout à l'heure, il est ressorti quelquefois la question, au fond, comment vous allez utiliser ces résultats des discussions, ces ateliers. Je crois que c'est important de le dire maintenant. En fait, dans le travail qui va être fait sur les différentes places, place de la Clergère, place de Neuve, place de la Gare, rue de la Poste, eh bien, au fond, on va demander aux participants de réfléchir à des solutions et ce qu'on a pensé, c'est que c'était utile que les participants aient en tête en fait ces différents modèles, qu'ils en voient aussi les avantages et inconvénients pour ensuite choisir parmi, il ne s'agira pas seulement de choisir l'une de ces 4 options, on peut être plus créatif, on peut combiner les choses et puis il n'y a pas que la question de transport-mobilité qui est en jeu, il y a d'autres aspects qu'il s'agira d'intégrer, mais nous, ça nous donne une base pour savoir un peu dans quelle direction, comment les habitants de Puyi réagissent vis-à-vis de ces modèles-là. Et puis, vous, ça vous aidera aussi dans vos discussions pour la suite, lorsque vous chercherez à proposer des modes d'évolution de ces espaces-là. Voilà. Sur ce, je passe la parole au groupe A. Alors, il y a 2 représentants de chaque groupe qui se sont désignés. Alors, cette photo, elle est emblématique de ce qu'on a appelé le compromis tiède. Ça veut dire que on a ajouté petit à petit, essayé d'améliorer ce qui existait. Donc on voit qu'il y a une ligne de tram ou de bus, je sais pas ce que. Une ligne pour les voitures et une ligne pour les cyclistes. Malgré tout, c'est pas totalement satisfaisant parce que d'une part, on a trouvé que il pouvait quand même y avoir des conflits entre les voitures et les trams, les voitures et les cyclistes. Les piétons sont un peu oubliés. Il y a un vague bout de trottoir, mais ils doivent aller traverser tout au fond. Ils peuvent pas. Et puis là, quand ils tournent, ils ont les voitures qui leur arrivent dessus.
Il y a un essai quand même de verdure, on a laissé les arbres, donc ça, on a trouvé que c'était positif, mais c'est un peu ce qu'on peut faire à partir de ce qui existe, mais à force de vouloir ménager toutes les mobilités, on arrive à quelque chose qui est pas vraiment satisfaisant ni pour les uns ni pour les autres. Oui, donc en fait, oui, comme l'a dit ma collègue, en fait, c'est un petit peu partir de l'existant avec les contraintes existantes et puis d'essayer de faire au mieux. Puis souvent, finalement, on a des situations qui sont des essayés pas pu. Et puis, en fait, cette photo nous a plu parce que finalement, c'est une photo d'une vision. Donc, c'est une autre approche qui est de dire, finalement, qu'est-ce que ce serait la mobilité dans un monde sans contraintes? Et puis, à partir de là, d'essayer de projeter. Puis, une fois qu'on a cette vision, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut y arriver. Clairement, ce qui nous plaît sur cette photo, c'est que c'est déjà un monde connecté. Donc, on voit qu'il y a peu de trafic parce que le trafic est intelligent. Donc, ce que vous ne savez pas probablement, c'est que dans cette petite voiture autonome, elle a reçu plein de données qui lui ont dit qu'il y avait une personne à prendre là, une personne à prendre là, une personne à prendre là. Donc, il y a 3-4 personnes dans la petite voiture au lieu des une habituelle. On voit qu'il y a aussi un espace qui a été dédié au vélo et puis à la verdure. Donc, ça crée, ça crée finalement un espace apaisé. Ce qu'on peut peut-être reprocher à cette vision, c'est qu'il manque des espaces de rencontre. Donc, il y a un petit côté déshumanisé qu'on n'aimerait probablement pas retrouver dans notre commune. Mais clairement, c'est de se dire, voilà où est-ce que j'ai envie d'aller. Je souhaite une mobilité douce, une mobilité écologique, une mobilité intelligente. Et puis ça nous a parlé en tant que vision. Maintenant, pour y arriver, c'est un peu plus difficile. Bonne chance. Alors, le groupe B, les deux personnes du groupe B. Bonsoir. Alors ça, c'est une photo de Genève au Petit-Lancy. On a jugé ça un petit peu positif et négatif à la fois. Donc je commence par les points positifs. On voit que tous les modes de transport sont présents. Il y a le tram sur sa voie propre qui ne dépend pas des bouchons. Il y a les voitures aussi. Et puis il y a une piste cyclable ainsi qu'un trottoir, malgré qu'il soit petit, il y a un trottoir pour les piétons. Donc ça semble très fonctionnel comme voie de circulation. Tous les modes de transport ont leur place. Ça semble assez acceptable, et même des arbres. Donc c'est plutôt pas mal. Merci. Mais en termes d'inconvénients, tout d'abord, c'est quand même un aménagement qui est assez gourmand en espace parce qu'il faut arriver à créer ces voies dédiées pour le transport en commun, pour les voitures, pour les vélos et garder un petit bout pour les piétons. Deuxièmement, bien que les lignes soient dédiées, c'est quand même relativement dangereux et je crois, comme le groupe précédent l'a dit, en particulier au croisement, quand il faut faire des tournants pour les vélos, là, s'ils veulent négocier, c'est pas forcément très facile. Et puis troisièmement, en termes de pollution, c'est sûrement pas l'idéal parce qu'en fait là, les vélos absorbent un maximum de CO2 grâce aux voitures qui sont juste à côté. Le tram il est peut-être électrique, donc c'est moins grave. Mais bon, je pense que effectivement c'est un modèle qui essaye de plaire à tout le monde, mais in fine n'est pas vraiment extrêmement efficace. Voilà. Alors sur cette photo, c'est celle qui a été retenue comme l'exemple le plus positif, plausible, intéressant. C'est une photo qui est prise à Graz, en Autriche. Donc moi je vais parler des points négatifs. Ça semble bien, mais ça pourrait potentiellement être un peu dangereux, surtout au début. Si on introduit une voie de circulation dans une ville, les différents usagers devraient trouver leur place. Là, on voit que tout le monde partage un peu l'espace, les piétons, les voitures, les cyclistes. Il y a même un arrêt de bus, là. Donc, ça pourrait potentiellement être confus, en tout cas dans une première phase. Et difficile de juger, mais on pense que
c'est réalisable sur une zone ou une voie à faible intensité de trafic. On ne sait pas si ce serait l'idéal s'il y a des gros volumes de trafic. Ça, moi, je ne suis pas un spécialiste. Merci. En termes d'avantages, ce qu'on voyait comme avantage principal, c'est que bon, c'est l'exemple vraiment d'une bonne cohabitation et une certaine convivialité. Donc, pour reprendre ce que disait le groupe précédent, c'est humanisé. Il y a, bien qu'il y ait un mélange multimodal, on voit quand même qu'il y a des espaces relativement bien séparés pour les piétons, ce qui évite quand même les collisions éventuelles. Et on pense que c'est un espace qui fonctionne très bien, mais effectivement uniquement à vitesse lente et avec probablement une faible densité de trafic. Voilà. Prochain groupe. Le prochain groupe, c'est le groupe C. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous avons choisi la photo numéro 2 de la place Chaudron 1960, qui est un cas typique tout voiture. On voit que la surface utilisée pour les voitures fait à peu près une centaine de mètres de large. Et le point positif, c'était la création de ce passage inférieur qui soulageait le carrefour un peu plus loin. Par contre, au niveau négatif, c'est la liaison piéton nord-sud qui est pratiquement inexistante et toute la signalétique qui est pratiquement inexistante sur cette photo. Et il n'y a aucune piste cyclable, aucune piste pour les bus. Si la piste de droite est occupée par les voitures, les bus ne peuvent même pas s'arrêter pour prendre les personnes qui l'attendent. Donc, c'est effectivement ce qui se faisait, le tout voiture en 1960, et je pense que c'est ce genre qu'il faut éviter pour la ville de Puy. Je vous remercie. Merci. Voilà, pour nous, cet exemple, c'est Sion. Voilà, forcément. Écoutez, voilà, c'est vrai que c'est un quartier que je connais bien. C'est la preuve que c'est possible. C'est possible de jongler entre les espaces conviviaux et les espaces dédiés aux véhicules. Cette zone est une zone à 20 à l'heure. On se rend compte qu'elle n'a pas d'obstacle entre la zone piétonne et la zone voiture. Je peux vous dire que ça marche très bien. Les gens sont prioritaires. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que sur le côté droit, c'est aussi tous des commerces. Donc c'est quelque chose qui est réalisable, à mon avis, enfin à notre avis, dans une zone où il y a des commerces, parce qu'il y a cette mixité de transport, mais aussi tout est répercuté sur la rue de la Gare à Sion. Il ne faut pas croire que les voitures, elles ont disparu. Dieu sait sur le canton du Valais, elles sont importantes, mais tout ce qui passait là est ailleurs. Donc on se disait qu'effectivement, le centre de Puy, ça pourrait être quelque chose comme ça. On se rencontre, il y a derrière ce gros bâtiment, vous avez un gros parking, en dessus, vous avez un gros parking, et au fait, on se rend compte que la ville de Sion, elle fonctionne quand même très bien. On a des parkings gratuits, voire très très bon marché à Sion. Mais c'est possible. Mais par contre, de discuter de l'avenue de Lavaux ou de la rue, enfin du bord du lac, c'est complètement irréalisable. J'entends, ça doit être des axes, puis il ne va pas changer, les gens, ils doivent passer. Mais par contre, pour le centre de Puy, il nous semblait que c'est possible. Et il n'y a pas besoin de mettre d'obstacles. Il faut revenir peut-être aussi au bon sens des gens, parce qu'effectivement, on a beau dire, on doit regarder dans les yeux, mais c'est qui passe en premier, le piéton ou la voiture? Donc le bon sens sera quand même la seule solution, quel que soit le projet choisi. Merci. Le groupe D, oui. Monsieur. Bonsoir. On a choisi cette photo, pas très originale, puisqu'elle a déjà été choisie par monsieur, mais peut-être parce que c'était un bon choix, en fait. Pour nous, cette photo, alors, dans notre groupe, il y avait les pros et les anti-voitures. Le débat a toujours tourné autour de cet accrochage. Mais cette photo, elle symbolise, on était tous d'accord pour mettre cette photo, qui symbolise pour nous ce que nous ne voulons plus. Le tout voiture, on ne veut plus ça. Cette photo-là, le piéton n'existe plus. Il meurt sous les gaz d'échappement. Il est inexistant. C'est le tout à la voiture, ça ne va pas.
On a aussi choisi cette photo parce que pour nous, évidemment qu'on doit moderniser nos espaces de rencontre, nos espaces de communication, mais pas à n'importe quel prix. Et là, vous voyez par exemple que le bâtiment qui se trouve juste à côté de l'ancien bâtiment, enfin du bâtiment de feu, la BCV CRED, a été détruit pour y construire une tour de plusieurs étages ronde. Ceux qui ont déjà été à la place Chaudron le reconnaîtront, ce bâtiment-là. Donc on a construit aux dépens du respect du patrimoine architectural, aux dépens voilà, de l'histoire architecturale du lieu. Donc oui, moderniser, oui, faire mieux, mais pas à n'importe quel prix, et surtout en préservant notre patrimoine architectural. Pour finir, cette photo pour nous est intéressante parce qu'on devrait y mettre la photo actuelle aujourd'hui, puisque la rue de droite qui aujourd'hui qui a été allouée aux voitures, aujourd'hui est allouée aux piétons. Et on voit que là, le piéton a le pouvoir de reprendre le monopole de son espace, puisque aujourd'hui, à Lausanne, à la place Chaudron, sur cette place-là, il y a des bancs, on peut y manger à midi, il y a le marché aussi qui s'y déroule. Le piéton a repris son pouvoir légitime, et ça, pour nous, ça nous semblait positif, tout en ménageant le trafic routier, puisque, comme vous le savez, l'axe de communication, et notamment celui qui passe dans le passage souterrain, n'a pas disparu pour autant. On y a aussi développé les transports publics. Bref, pour nous, c'était un exemple un peu, pas forcément symbolique, puisque à Lausanne, la place Chaudron est aussi décriée, mais c'était un exemple d'une bonne cohabitation entre le trafic routier et surtout les piétons, qui doit être au centre de tout, évidemment, dans son espace et son patrimoine historique. Voilà. Alors ça, c'est notre deuxième photo. Et puis effectivement, comme ça a été mentionné, dans notre groupe, on a eu pas mal de positionnements, quasi des idées qui étaient déjà très très ancrées dans les esprits. Ça a pu par moments bloquer certaines discussions, mais on a quand même réussi à sortir un certain nombre d'enjeux. Et puis ce qu'il y a quand même comme enjeu derrière cette image, c'est l'idée de multimodalité. Alors la multimodalité, de nouveau, il faut la comprendre comme quelque chose, un enjeu beaucoup plus large que voiture, pas voiture, et l'attachement qu'on peut avoir à la voiture. Et puis quand on prend la multimodalité sous cet angle-là, on réalise qu'en fait c'est avant tout un outil de coprésence, un outil qui régule les différentes manières d'être ensemble. Et puis ce qui fait que c'est bien ou pas bien, c'était essentiellement en fait la forme que ça prend dans l'espace public. Et puis du coup, l'outil de la multimodalité, et cette image en particulier, exemplifie l'idée d'autonomie et de sécurité dans un autre aspect. Je vais peut-être préciser, la sécurité, c'est simplement que si on met des piétons, des vélos et des voitures, il y a des règles communes à mettre en place. Et puis, comme ça a déjà été mentionné, ça peut poser un peu problème, ça peut être plus ou moins évident ou pas. Et puis, on a eu dans le groupe des propositions de développer des permis pour les mobilités douces, comme ça existe pour les voitures, pour avoir une forme de régulation un peu plus importante et de la sécurité. L'idée d'autonomie, c'est que multimodalité, ça confronte des transports en commun aux transports individuels, et les transports individuels induisent une certaine liberté que les transports en commun peuvent réduire, offrant d'autres bénéfices, mais il y a un élément de tension et quelque chose à équilibrer à ce niveau-là. Après, cette photographie, elle illustre aussi la question de l'échelle humaine. Ça a été quelque chose de noté positivement, que quelque chose d'inhumain, c'est problématique, et puis il faut du coup articuler une pluralité de modes de transport pour garder une certaine échelle humaine. Et je crois qu'on arrive au bout, donc merci. Donc merci beaucoup pour ces 4 groupes et le temps que vous avez consacré à ces discussions, parfois intenses, il faut le dire. Pour terminer cet événement, on va passer la parole à Yves de la Créta qui, au fur et à mesure des interventions, a essayé de consolider un tableau faisant un peu le tour des avantages et inconvénients. Donc l'idée, c'est d'essayer de clôturer ça par une synthèse de ce qui a été dit. Je crois que vous arrivez à tous le lire parmi les 4 modèles qui ont été présentés. Apparemment, dans le résultat des groupes qui nous a été indiqué ici, le modèle, le premier que j'ai présenté, celui de la ville au volant, ne semble pas être un modèle d'avenir, en tout cas pour Puyi, à part le cas particulier du carrefour dénivelé à Chaudron qui a été mentionné.
Je n'ai relevé ici, les groupes, vous me dites hein, si j'ai été trop vite et puis que j'ai oublié des choses, mais que des commentaires négatifs par rapport à ce modèle qui effectivement consacre l'espace public à la circulation automobile et oublie l'ensemble des autres modes dont on a pris conscience aujourd'hui et dans notre vie quotidienne à quel point ils sont importants. Alors, peu de liaisons piétonnes, hein, effectivement, l'aménagement de Chaudron qui a été pris comme exemple le montre bien, sachant qu'il y a quand même des liaisons souterraines, hein, dont certaines existaient déjà à l'époque. Aucune piste cyclable, bah oui, à cette époque, on considérait que le vélo était une espèce en voie de disparition qui méritait rigoureusement aucun égard, si ce n'est de circuler éventuellement dans les cours d'école. Ni pour les bus, parce qu'on estimait à cette époque que les bus devaient pouvoir s'intégrer dans le trafic, finalement, se comporter comme un véhicule parmi les autres. Et puis, manque de signalétique, ça ne m'avait pas forcément frappé. Je pense que la signalétique routière, elle y était, mais de nouveau à destination exclusive des voitures. Voilà. Le modèle complémentarité des modes, on le voit, fait l'objet de commentaires un peu plus partagés. Bon, il y a deux photos hein, qui ont été présentées, qui relataient ce modèle, celle de l'axe tram au Petit Lancy, là, en direction d'Aunay. Et puis, l'autre, c'était celle de Copenhague avec la piste cyclable. Hein. Donc, on voit que, si je prends les commentaires positifs qui sont faits dans un premier temps, on voit que la recherche d'un équilibre paraît inhérente à ce modèle. Équilibre entre les modes, mais aussi une meilleure préoccupation de respecter l'environnement et l'environnement vert de la rue. Hein. On a vu cette photo où il y avait des grands arbres qui ont pu être préservés. À d'autres endroits de cet axe, ils n'ont pas pu être préservés, mais là, c'était effectivement un objectif important des autorités de faire un projet qui respecte ces arbres, quitte à ce qui sacrifie éventuellement d'autres éléments de confort. Chaque mode a sa place, et puis la multimodalité est favorable quand elle est bien traitée. Ben oui, c'est là ça toute la difficulté, c'est la difficulté des projets où on doit réaménager des rues, et puis il faut tenir compte justement de l'équilibre entre ces différents intérêts, et comment arriver à bien le traiter. Ça, c'est effectivement très difficile. Le respect de l'échelle humaine est important, je pense que c'était bien de le rappeler. Hein. Il y a effectivement quelque chose de déshumanisé dans le premier modèle qu'on a vu. Il y a probablement quelque chose de déshumanisé aussi dans le quatrième modèle qu'on a vu. Et probablement que les deux modèles centraux, eux, ont une préoccupation de l'humain qui est plus au centre de la problématique. Néanmoins, on a parlé de compromis tiède, hein, c'est le premier groupe qui a passé. Là, vous avez parlé de compromis tiède. Oui, c'est un compromis, hein, c'est ça. On a donné un peu aux uns, un peu aux autres. Et puis, vous savez comment c'est dans ces projets. Il y a les groupes de pression qui viennent, on négocie, il y a ceux qui risquent de faire opposition, ceux qui risquent de faire recours. On modifie un peu le projet. Puis finalement, quand on met différentes parties en présence pour dessiner un cheval, on dit que ça finit par donner un chameau. Voilà, ben c'est souvent ce qui se passe en Suisse, hein, on est bien d'accord. Et puis on arrive parfois à un compromis un peu tiède, on n'a pas fait de choix fort pour l'un contre l'autre, etc. Ce qui n'empêche qu'on a des conflits dans les projets malgré tout. Nécessite beaucoup d'espace, je l'avais un petit peu souligné dans mes présentations. Ben oui, une piste cyclable, c'est 1,50 m hein, minimum pour une voie. Une voie voiture, c'est 3,20 m, 3,50 m. Une voie bus, c'est en tout cas 3,50 m. Vous additionnez tout ça, 2,50 m pour le trottoir, plus l'arborisation, et puis x2, puis vous arrivez à des largeurs qu'on ne trouve pas souvent chez nous. Hein. Problème de sécurité, ben oui, madame l'avait très bien relevé, c'est les tournées à droite, les tournées à gauche, tous ces mouvements qui font la vie et puis qui finalement sont difficiles à gérer quand on manque d'espace. Et puis la question, ben, au final, on voit que les voitures sont retenues à des feux. Je crois que j'ai dû parler trop longtemps, mais ça va revenir. Les voitures sont retenues à des feux et le résultat, eh bien, c'est qu'on a des embouteillages qui perdurent. Le modèle de mobilité apaisée semble avoir été relativement jugé positivement par les groupes, hein, pour la cohabitation entre les modes, pour la convivialité, pour l'adaptation aux zones où il y a beaucoup de piétons, c'est évident, hein, ça ne sert à rien de faire ça à des endroits où il n'y a pas de piétons, donc en particulier des zones commerciales. On a relevé que ça fonctionne bien à Sion.
Une appréciation qui a été faite, c'est que probablement que ça marche bien aux endroits où il y a relativement peu de trafic. On doute que ça puisse fonctionner correctement là où il y en a beaucoup. Eh bien, peut-être certains d'entre vous ont vu passer tout à l'heure le film que je n'ai pas pu montrer pendant mon exposé parce que ça n'a malheureusement pas marché, mais qui est le petit film qui illustre la situation de Konitz, qui fonctionne depuis 10 ans maintenant, avec un trafic tout de même de 20 000 véhicules jour, ce qui est assez considérable. Et puis, le sentiment que ça pourrait être dangereux au début. Ben oui, parce qu'on n'est pas habitué. Certains se souviennent, peut-être, certains d'entre vous, de l'introduction des carrefours giratoires en Suisse. Au début, c'était ça. Hein. Comment est-ce que ça va fonctionner? C'est dangereux, on ne sait pas qui a la priorité. Il y a des gens qui entrent comme des fous dans le giratoire, et puis moi, je suis dedans, puis etc. Bon, 20 ans plus tard, on s'en sort quand même assez bien. Sentiment de confusion, ben oui, c'est un peu l'aimable chenille dedans. Difficile à imaginer avec un fort trafic. Et puis, un élément qui est quand même important, qui est sorti par le monsieur Valaisan, là, il l'a passé où, le monsieur Valaisan? Voilà, qui a dit c'est très bien, mais pour faire ça, on reporte du trafic sur d'autres axes. Alors de nouveau, est-ce que c'est la ville à 2 vitesses? Il y a des quartiers qu'on va tranquilliser, mais au détriment d'autres. Ça, c'est une discussion qui est évidemment tout à fait pertinente. Et puis bon, dans le 4e modèle de la mobilité connectée, une vision assez positive qui nous a été transmise par madame, là. Une mobilité intelligente, finalement, qui gère mieux nos déplacements, qui gérera mieux nos déplacements que nous ne le faisons nous-mêmes, qui va optimiser les déplacements et finalement optimiser peut-être notre consommation de ressources, d'espace, de carburant, de déchets. Et préserver un environnement vert. On pourrait dire ça, c'est la vision un peu positive, et puis la vision un peu plus négative qui a pu ressortir, c'est qu'on a l'air d'être dans un monde un peu déshumanisé. Mais oui, il est où le piéton sur cette image? On ne le voit plus. Parce que lui, il n'est peut-être pas connecté. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Yves de la Créta. Je tiens aussi à... Parce qu'on arrive à la fin de cet atelier, l'objectif c'était de produire justement cette vision nuancée en fait des avantages et inconvénients. Et je pense que Yves de la Créta l'a dit au début de l'exposé, c'est que ces modèles qu'on a mis un peu en opposition, eh bien, ils sont pas si opposés que ça. Il y a des compromis, même si les modèles sont des compromis des fois entre ces différentes solutions. Sur les mêmes espaces, ils vont cohabiter. Parce qu'ils se sont succédés dans le temps, ou alors parce qu'on pense que les faire cohabiter, c'est peut-être une solution qui peut être aussi intéressante. Donc je crois qu'en tout cas de notre côté, on a atteint les objectifs qu'on s'était donnés pour ce soir. Je remercie l'ensemble des participants, ceux qui sont venus dès 18h30 pour les ateliers, ceux qui sont venus ensuite pour la conférence et écouter le retour des ateliers. Je tiens donc à mentionner que la prochaine rencontre dans le cadre de cette démarche participative, ce sera le 3 mai, ici même, pour parler plus précisément de la place de la Clergère. Je peux mentionner qu'il y a Madame Natacha Guillaumont qui est architecte paysagiste, qui participe à cette prochaine étape lors du diagnostic, où ils ont prévu de faire un montage photographique avec des photos qui seront exposées de manière, enfin des très grandes photos, vous verrez, c'est assez spectaculaire. En tout cas, on a des attentes, on espère ça. Et puis, donc, vous pouvez vous inscrire, parce qu'ensuite, il y aura des groupes de travail autour de maquettes qui seront organisés. Alors, vous pouvez vous inscrire dès ce soir si vous souhaitez participer à ces groupes de travail autour des maquettes. On ne va pas pouvoir accueillir une centaine de personnes. Le nombre de participants sera tout de même restreint autour de ces maquettes. On a prévu de faire 3 groupes de travail autour de ces maquettes-là. Alors, vous pouvez venir près d'Élie pour vous inscrire si vous êtes intéressé à participer à cette prochaine étape. Pour le mot de la fin, je vais passer le micro à M. Reichen. Ça s'appelle des soirées surprises. À mon tour, au nom de la municipalité, j'aimerais vous remercier de votre participation. Ça a peut-être pu vous paraître un petit peu étrange en venant à cette démarche pour parler peut-être de la place de la Clergère, de parler sur un plan assez général de mobilité, mais il nous a paru intéressant, important de situer un peu globalement ces problèmes dans notre démarche, puisqu'au fond, même si notre démarche
porte prioritairement sur les espaces publics. Évidemment, vous avez vu ce soir que les choses sont liées, puisque si on veut augmenter l'espace public, on réduit l'espace du trafic, donc il faut gérer conjointement ces différents espaces. Ça a peut-être permis aussi de se rendre compte que les choses ne sont pas toutes simples, si certains le pensaient, et que, compromis tiède ou pas, il faudra quand même en trouver jusqu'à la génération connectée, qu'on regardera peut-être d'un autre endroit, avec beaucoup d'intérêt, mais voilà. Donc je vous encourage à continuer à participer à cette démarche, à ces ateliers. Et puis je crois qu'on a prévu, comme c'est une tradition dans ce canton, un petit verre à la fin, derrière, pour poursuivre les discussions de manière informelle. Alors bonne fin de soirée et à une prochaine occasion. Merci.